Salut à tous et bienvenue dans Nantes Foot, votre rendez-vous hebdomadaire qui débriefe toute l'actu des Canaries. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission ce soir avec un casting de grande qualité évidemment autour de la table. Notre expert Mercato Emmanuel Merceron, consultant foot sur Télé Nantes, est branché en intraveineuse sur son téléphone depuis ce matin. Comment ça va ? Ça va bien. Ça va bien ? Ouais, mieux que le Mercato du FC Nantes. Pas mal de choses à dire tout à l'heure, on imagine. En face de vous ce soir, le champion incontesté des quiz de Nantes Foot, Thomas Bernard, journaliste à Actu Nantes. Bonsoir Thomas. Bonsoir Maxime, bonsoir Manu. La journée fut bonne également ? Je suis chargé également. Chargé également. Au sommaire ce soir, messieurs, émission chargée dans le dossier. On reviendra évidemment sur cette dernière journée du Mercato hivernal avec l'arrivée d'un nouveau défenseur central, Abakar Sylla, la 7ème recrue de ce Mercato. Et deux départs, on vous dira tout ça tout à l'heure. Il y aura aussi les traditionnels top flop après cette défaite à Lorient. Mais d'abord, place au débrief, c'est parti. Une fin de match au scénario cruel et une troisième défaite consécutive pour le FC Nantes, battu 2-1 ce samedi soir sur la pelouse de Lorient. Les Canaries auraient sans doute mérité mieux, mais sont une nouvelle fois repartis bredouille. On revoit tout ça en images avec une première mi-temps à l'avantage des Lorientais. Plus entreprenants, les Merlus sont logiquement récompensés à la demi-heure de jeu grâce à Bamba Dieng, 1-0. Côté nantais, peu de situations à se mettre sous la dent, si ce n'est cette frappe totalement dévissée de Rémi Cabella. À la pause, le FC Nantes rentre au vestiaire sans avoir cadré le moindre tir. Il faut attendre l'heure de jeu et les premiers changements pour voir une réaction des hommes d'Ahmed Kantari. Servi dans la surface par Kaba à la 74e, Ablin donne le tournis à la défense lorientaise et égalise un partout. De quoi animer la fin de la rencontre. 10 minutes plus tard, le Nantais Akapandier s'écroule dans la surface après un léger contact avec un défenseur merlu. Pas de pénalty selon l'arbitre. Lorient en profite et reprend l'avantage à la 89e sur ce coup franc en pleine lucarne, signé Arsène Kouassi. Un coup dur pour les Canaries qui ne souhaitent pas en rester là. Trouvé à l'entrée de la surface, Amiens pense être le sauveur du soir, mais voit son but finalement annulé pour, vous allez le voir, une position de hors-jeu qu'on qualifiera de microscopique. Scénario rageant pour le FC Nantes qui s'incline finalement 2-1. On écoute tout de suite quelques réactions d'après-match. Forcément, on va être critiqué parce qu'on prend pas de points. Et le foot, c'est des résultats. Mais aujourd'hui, il faut analyser le contenu et les résultats. Et aujourd'hui, je suis d'accord avec vous, sur les 2 matchs précédents, le contenu, il était à désirer. Mais aujourd'hui, je pense que l'équipe a montré qu'elle avait une âme. Elle a montré qu'elle avait des capacités de défendre et des capacités de jouer et d'attaquer aussi. Il y a des signes d'espoir qui renaissent dans le vestiaire. On se l'est dit à la fin du match qu'il fallait garder cet esprit combatif avec le plus d'énergie possible. Des signes d'espoir pour Ahmed Kantari, pour Mathis Ablin, une équipe avec une âme pour Ahmed Kantari. Messieurs, question habituelle, quelle note vous mettez aux Canaries après cette nouvelle défaite sur la pelouse de Lorient ? Moi je mets 4 sur 10. 4 sur 10 ? Ouais, parce que c'est en dessous de la moyenne. Ça reste une défaite dans un sprint final où avec le retard considérable du club, il va falloir quasiment gagner un match sur 2, un match sur 3 pour se maintenir sans barrage. Donc la mission n'est pas réalisée, pas remplie pour ce match-là. Première mi-temps catastrophique, aucune âme pour reprendre les termes de Kantari. Donc deuxième mi-temps avec ce que nos amis les rugbyman appellent défaite encourageante. Donc 4 sur 10. Thomas, votre Je note ? partage le 4 sur 10 également parce que forcément défaite, alors on aurait pu avoir le petit point en plus si le but forcément d'Amiens aurait été... Qui aurait fait du bien aux têtes, ce point. Aux têtes, oui, effectivement, au classement également, un point en plus, c'est pas, ça mange pas de pain comme on dit vu la situation actuelle du FC Nantes, donc le 4 sur 10 parce que les 45 premières minutes, comme Manu l'a dit, laissent vraiment à désirer. C'est vrai qu'on a quand même une équipe, là on le voyait sur la fin du match, une équipe de poissards un peu, on a l'impression que ça le fait jamais, là c'est pas passé loin de ramener un point, et finalement ça marche pas, c'est le profil d'une équipe qui va sans doute descendre, oui, ça. Ça le fait jamais, mais en fait quand ça bascule jamais dans ton sens, c'est aussi, il y a des raisons, le contenu, là comme on l'a dit, les 45 premières minutes, Nantes n'est pas dans le match, donc forcément quand en fait on donne toutes les cartes pour on dire se faire punir au final, donc c'est vrai que Nantes a le syndrome, le profil type d'une équipe qui va descendre en Ligue 2 ou qui va se battre jusqu'au bout. Il y a quand même un petit côté malchance. Nantes, je crois, est tout en haut des équipes qui ont le plus frappé sur le poteau. Il y a quand même plein de petits éléments. On a 4 cette saison, mais quand vous courez après le score tout le temps, vous vous exposez aussi plus à être malchanceux, à être encore plus frustré par une décision arbitrale. Donc la malchance, oui, mais tirer sur le poteau, c'est pas tirer dans le but, donc c'est aussi de la maladresse. Il n'y a pas que de la malchance, il y en a. C'est vrai que ce hors-jeu microscopique, il y a rien de plus rageant que ces trucs de VAR là. Donc ça tombe, la pièce tombe jamais du bon côté cette saison, mais
pour moi, ça veut aussi dire quelque chose dans l'état d'esprit, dans le fait qu'on court toujours après le score. On va voir le momentum de ce match, vous en avez l'habitude maintenant et donc vous l'avez un petit peu évoqué, messieurs, une première mi-temps très largement à l'avantage des Lorientais, plus de situations chaudes pour les Nantais en deuxième. Est-ce que ça veut quand même dire que Nantes aurait mérité mieux sur ce match ? Mériter mieux, oui, parce qu'après en soi Lorient en seconde période n'a pas forcément de grosses occasions, il me semble. Le coup franc de Kouassi est très beau, ouais. Mais en soi, comme à chaque fois, comme on dit, un match c'est 90 minutes. Et depuis le début de saison, Nantes n'a jamais fait quasiment de match complet, si ce n'est récemment le match face à Marseille. Et encore, il y a un contexte délicat parce qu'il y a 9 contre 11. Donc les 20 premières minutes, on peut les juger. Le reste, c'est difficile de les juger. Il y a eu une situation un peu litigieuse là aussi en fin de match sur ce penalty. Cette situation de penalty, Ahmed Kantari a dit qu'il s'était fait voler un penalty. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ils exagèrent là ? C'est l'argument des entraîneurs menacés qui ont peur de perdre leur emploi. C'est vrai que c'est pas scandaleux qu'il n'y ait pas penalty. Moi, je pensais que je me demande même si l'arbitre lui a pas mis jaune pour simulation. Ce sera à revérifier. Mais il rate son contrôle en fait. Et puis il exagère le geste. Une simulation grotesque. Oui, il y a un petit contexte, un petit contact, mais je pense qu'il faut toujours se dire ça. Si ça avait été dans l'autre sens, on aurait crié au scandale s'il y avait eu penalty. Donc rien à dire. Pour une fois, rien à dire donc sur l'arbitrage. On va revoir la composition d'équipe alignée par Ahmed Kantari pour ce match avec plusieurs retours dans le 11 de départ. Des pistons changés. Louis Leroux à gauche, Fabien Santonze à droite, et puis la grande première du défenseur libyen Ali Youssouf. C'était un petit peu la curiosité de ce match. Qu'est-ce que vous en avez pensé de la première du Libyen ? Encourageant, on va dire. Il a montré de la personnalité, costaud dans le duel. Après, en termes de relance, on l'a vu pas mal envoyer des longs ballons devant. Donc en termes de relance, c'était pas trop ça. Mais je trouve qu'il a montré de l'impact, en tout cas en défense centrale. Donc à voir pour la suite. Moi, je pense que c'est clairement une consigne de Kantari, les longs ballons devant, parce qu'il est connu pour ça. Dans les rapports de scout, il est connu pour avoir un super jeu long. Pas trop vu, samedi, mais je l'ai trouvé pas mal pour un joueur qui a jamais joué au-dessus du championnat tunisien. Il a une âme de leader. Il est, par contre, c'est ce qu'on s'était déjà dit sur ce plateau, c'est qu'il tacle beaucoup. Je pense qu'en Ligue 1, ça passera pas toujours avec nos arbitres cow-boys. Et puis il fait beaucoup de fautes, même en dehors des tacles. Le coup franc, il est pour lui. Je pense qu'il finira pas tous les matchs. Les conséquences au classement maintenant, messieurs, avec cette nouvelle défaite, vous allez le voir, c'est un peu le statu quo en bas de tableau, avec des équipes qui ont toutes gardé leur position ce week-end. Seule différence, Auxerre qui a repris un point sur le FC Nantes, qui est désormais à 13 points, les Auxerrois à 13 points, le FC Nantes à 14 points. Vous pensez, messieurs, qu'on va être dans ce match à 3 là, jusqu'au bout là, entre ces trois équipes? Attention, ça va pas se jouer à grand chose. L'année dernière, il y a une équipe qui a terminé. Il y a toujours une équipe qui s'effondre sur la fin de saison. L'an dernier, c'était Reims. Et toujours une qui finit très bien aussi. Et toujours une qui finit très fort. Espérons que ce soit Nantes. Ouais. On va en parler après, vu le mercato qui a été fait, je ne pense pas, mais pourquoi pas. En fait, c'est pas si statu quo que ça, parce que revenir à 5 points du Havre au lieu de 6, je pense que c'est pas anodin. On n'a pas réussi à le faire. Mais il reste quand même 14 matchs. Pour moi, c'est pas encore définitivement mort le maintien direct. Il peut y avoir un déclic. Avec Kantari, je pense pas, mais il peut y avoir un déclic. Mais tout de même, attention à Auxerre. Surtout que Nantes jouera également contre le Havre, donc il y aura des points à récupérer. On va voir le classement justement des Canaries pour le calendrier de ces prochaines semaines, avec, vous allez le voir, des gros morceaux à affronter. 3 équipes du top 10 et 2 du top 5, Lyon et Lille. Monaco donc plus proche du top 10, et le Havre, je le disais, Thomas, ça va être exploit obligatoire là pour les Nantais pour espérer quelque chose de positif sur cette fin de saison. Il va falloir au moins faire un exploit. Et un exploit, il crée une dynamique aussi, parce qu'un maintien, ça se conduit sur des résultats positifs, que ce soit des victoires ou des matchs nuls, notamment face à des grosses équipes. Après, Nantes, par le passé, même ces derniers temps, a eu plus de facilité à jouer contre de grosses équipes, parce que faut moins construire le jeu et plus partir en transition. Donc forcément, les grosses affiches comme Lyon, Monaco, Lille, alors peut-être que Nantes va nous surprendre, parce que le match face à Marseille, on y pense, on pensait pas que Nantes allait proposer ce contenu-là. Même le match aller face à Monaco, même s'il y a eu des défaites, on pensait pas que Nantes allait montrer un visage aussi séduisant, entre guillemets. Donc à voir pour la suite. Merci messieurs pour ces débriefs. Un point résultat sur les autres équipes du FC Nantes avant de passer à la suite avec la qualification des U18 en 8e de finale de Coupe Gambardella. Large victoire 6-0 face à Flers ce week-end. Bravo à eux. Et puis un mot sur les joueuses du FC Nantes. Le tirage au sort de la Coupe de France avait lieu aujourd'hui. Les Nantaises recevront Strasbourg le 15 mars prochain en quart de finale au stade Marcel Sopin. Vous y serez, j'imagine. Messieurs, on passe au top flop.
Et cette semaine, dans les tops, le joueur que vous avez décidé de récompenser, Emmanuel, c'est l'attaquant nantais Mathis Ablin, auteur de son 4e but de la saison en Ligue 1. Ouais, il était quasiment dans mon flop la semaine d'avant. Aujourd'hui, là, il s'est parfaitement repris. Et sur la première mi-temps, il était dans mon flop aussi, moi, sur ce match-là. Mais après, c'est compliqué de le garder dans les flops quand sur un exploit individuel, il ramène à lui tout seul le FC Nantes dans le match. C'est le seul qui est capable de faire la différence. Et puis, jusqu'à la fin de saison, ce sera le seul de toute façon, vu ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc encore une fois, il va se chercher un but tout seul. Maintenant, il est quand même pris à 2, à 3 à chaque fois, donc c'est beaucoup plus dur. Mais voilà, je l'ai trouvé quand même plus combatif que face à Nice, où il avait été catastrophique. Et là, on retrouve les standards de Mathis Ablin sur ce match. 11 ballons joués seulement en première mi-temps, je le disais, première mi-temps compliquée, 5 ballons perdus, et puis l'exclaircie donc ensuite avec cet exploit individuel, avec une nouvelle fois un vrai geste d'attaquant de la part de Mathis Ablin, qui étoffe un petit peu, qui montre encore toute sa panoplie d'attaquants. C'est un geste de classe, oui, on sait que le potentiel de Mathis Ablin, après la problématique, c'est comme le danger offensif repose majoritairement sur lui. Si malheureusement il y a un pépin physique pour Mathis Ablin, c'est comme l'année dernière où le projet de jeu, pour paraphraser Nicolas Palois, on balance sur Simon et on verra. Ouais. On espère que c'est pas ça aussi le seul plan de jeu, en tout cas c'est balancer sur Ablin, parce que si Ablin n'est pas là, on fait quoi? On voyait aussi sur sitemap Mathis Ablin qui doit en effet faire beaucoup d'efforts défensifs en jouant sur le côté, et on voit donc qu'il y a forcément un positionnement un peu plus reculé et qui lui crame pas mal d'énergie sur les rencontres. On enchaîne avec votre top Thomas, et vous c'est le milieu Mohamed Kaba que vous avez décidé de mettre à l'honneur. 30 minutes de jeu seulement, déjà un top pour Mohamed Kaba. Parce que c'est le coup de foudre. Le coup de foudre, je sais pas, on va voir. Mais en tout cas, son entrée est très positive, intéressante. Je trouve qu'il a apporté une dynamique, en tout cas par son entrée de jeu avec Demen Tabibou. Et il y a aussi par rapport aussi à son partenaire qui a été remplacé, Ibrahima Sissoko, où il y a vraiment un décalage, où là on voit un milieu de terrain qui est plutôt à l'aise avec le ballon balle au pied, qui ne panique pas, capable de faire une passe vers l'avant. Ce qu'on n'avait pas trop vu les 45 premières minutes. Donc en tout cas il a donné, je trouve qu'il a apporté la verticalité, il a trouvé quand même assez dynamisme au milieu de terrain, donc ça demande à être revu. Je pense que là il n'a pas été titulaire parce qu'il est arrivé plus tard. Ouais. Ce sera fort probable qu'il soit titulaire lors des prochaines rencontres. Et puis déjà une passe décisive aussi pour Mohamed Kaba. Alors forcément, Mathis Ablin fait le travail derrière, mais c'est vrai que son entrée, Emmanuel, elle donne envie de le revoir. Ouais, c'est un profil qui a pas. Il est box to box. Il est plus puissant qu'un Le Penant qui est également box to box. Il a l'air pas fâché avec le ballon non plus, donc. Entrée très encourageante, et comme ça a été très bien dit juste avant, en comparaison avec Sissoko, ça met encore plus en lumière sa performance. Sissoko justement, c'est votre flop collectif, votre flop à tous les deux cette semaine. Ibrahima Sissoko, le milieu de terrain, qui fêtait sa 3e titularisation et donc qui peine à convaincre depuis son arrivée. Je l'ai trouvé à la peine balle au pied, à contre-temps, avec beaucoup de déchets dans son jeu, et aussi il a échappé de peu au carton rouge, parce que si Sissoko sort assez rapidement, c'est parce qu'il fait une faute juste avant qu'il a déjà un carton jaune où l'arbitre peut lui mettre, parce qu'il marche sur le pied d'un Nantais. On a vu des arbitres en Ligue 1 mettre un second jaune pour moins que ça, et donc je même qu'il n'a pas apporté, parce qu'on parlait de sa qualité d'impact physique dans les duels de récupération. Justement dans les duels, un duel remporté sur 7. C'est ça, on l'a pas vu. Dès qu'il grattait le ballon, il le reperdait tout de suite derrière. Très brouillon. Ils étaient à 2 au milieu, ils avaient tous les deux un rôle un peu de box to box, mais c'est pas du tout son rôle. C'est un vrai 6 à l'ancienne. Il n'était pas du tout bien utilisé, encore un double farfelu de Cantari. On va parler de Mercato dans un instant, mais Nantes a quand même mis 2 millions d'euros dans l'affaire là, sur Ibrahima Sissoko. C'est incroyable, ils n'ont pas réussi à trouver un seul joueur offensif, ils ont mis 2 millions sur lui, ils ont viré Kwon pour moins que ça, je trouve. C'est difficilement compréhensible. Après il va falloir être prudent, évidemment, il vient d'arriver, imagine le temps qu'il se mette dans le rythme, etc. Après je trouve le double pivot, c'est pas l'utiliser dans ses qualités. On a mis à 3 ou en sentinelle dans ce cas. Ouais, je suis d'accord. Merci beaucoup pour ces top flops, messieurs. On passe au dossier de la semaine. Et dans le dossier cette semaine, on débriefe évidemment cette dernière journée de Mercato avec du mouvement dans le sens des arrivées et dans le sens des départs. On vous récapitule tout ça et on commence par la dernière recrue arrivée à la Jaunelière. Ce lundi, il s'agit du défenseur central ivoirien Abakar Silla, dont vous découvrez le CV à l'écran. 23 ans, le joueur a été prêté jusqu'à la fin de la saison par Strasbourg. Il cumule 44 matchs de Ligue 1 avec le Racing, mais n'a disputé, vous le voyez, qu'une seule minute de jeu cette saison, notamment à cause d'une blessure
blessure aux ischio. C'est un joueur que le FC Nantes avait déjà ciblé cet été. Alors messieurs, votre avis sur cette arrivée, sur ce nouveau défenseur central qui vient renforcer les Canaries? Alors, à vrai dire, moi, j'ai pas trop vu jouer. Je sais qu'il a fait jouer une vingtaine de matchs. La seule chose que je sais, c'est que c'est la première grosse recrue de Blocco à l'époque. Donc, il y a Blocco, les propriétaires de Chelsea et donc de Strasbourg. 20 millions d'euros. Et il a pas, comment dire, dès le début, dès qu'il est arrivé, il a déçu en tout cas. Donc, à voir. Et puis, en plus, là, le problème de plusieurs recrues depuis le mercato d'hiver, c'est qu'un joueur qui a pas joué cette saison. Ouais. Donc là, pareil, ok, il va être recruté, mais est-ce qu'il va être sur le terrain tout de suite? Est-ce qu'il y aura, comme Guibert, un temps pour se réathlétiser? Il a joué en Coupe de France titulaire avec Strasbourg, donc il doit quand même être en forme. Et encore un joueur à la relance, le disait Thomas, encore un joueur aussi prêté par Strasbourg. Hein. Ça fait trois fois en 2 ans là. Strasbourg est la succursale de Chelsea, la succursale de la succursale de Chelsea, qui avait failli nous racheter d'ailleurs aussi avant Strasbourg. Mais c'est vrai que il était vu comme un prospect extrêmement prometteur quand il est arrivé de Bruges. Il avait fait une très 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 grosse demi-saison à Bruges, plutôt bien commencé à Strasbourg avant de flancher et d'empiler les joueurs à ce poste-là aussi côté Strasbourg. On verra, comme par enchantement, Mwanga, le prêt est cassé et dans la foulée, celui-ci là qui était très dur à finaliser a été finalisé. Ouais. Je pense qu'il y a dû avoir un petit arrangement. Mwanga a craqué, on est désolé, on vous envoie ci là. ça a dû se régler comme ça. Mais c'est un joueur solide qui s'est relancé. Il cherchait absolument un francophone, donc ils ont trouvé le prototype qu'ils cherchaient en tout cas. Et un gaucher aussi qui a été recherché par le club. Abakar Sylla, donc 7e et sans doute dernière recrue nantaise, puisqu'à l'heure où on se parle, aucun autre joueur n'a rejoint les Canaries pour le moment. On va revoir justement la liste de toutes ces recrues pour l'instant qui sont arrivées sur ce mercato hivernal. Vous en voyez, il y en a vraiment pas mal. 4 défenseurs avec Machado, Youssouf, Gilbert et donc Sylla. 2 milieux avec Sissoko et Kaba, et un seul joueur offensif avec Rémi Cabella. Emmanuel, vous me disiez avant l'émission, c'est clairement insuffisant pour vous. En fait, il fallait absolument recruter un joueur offensif. Ouais, ce qu'on se disait avant en préparant, c'est qu'il y a 8 nouvelles têtes si on compte Ganago, et on ressort quand même déçu. Franck Kita a tenu parole sur la défense, il a changé toute la défense, tous les postes. Il a tenu parole sur le milieu de terrain, même si on n'est pas forcément d'accord avec les profils. Et sur la partie offensive, c'est un énorme flop. C'était le point faible du FC Nantes cette saison. Ils ont réussi à prendre personne. Ils ont essayé, ils essayent sans doute encore. Ils ont essayé pendant toute la journée. Il y a eu beaucoup de pistes et ça marche pas. Une cascade de refus. Ludovic Blas en début de mercato, puis Honora, Del Castillo, Arnaud Nordin, Lucas Michal, Mahama encore. Lucas Michal qui vient de signer au FC Metz, ça a été officialisé à l'instant. Le concurrent direct du FC Nantes, qui était sur lui depuis 2 ans. Donc là, le camouflet est fantastiquement catastrophique. Donc moi, je ressors très 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 frustré de ce mercato. Il y avait les dirigeants nantais ont eux-mêmes dit que leur priorité c'était de renforcer en défense centrale et de renforcer sur les ailes en attaque. Ils ont été incapables de trouver un ailier en 1 mois. Ils ont perdu beaucoup de temps sur Abou Klal. Et il y a la cascade de noms dont on vient de parler. Ils n'ont pas réussi. Je me suis laissé dire que dans les bureaux à Paris, c'était quand même la soupe à la grimace suite au refus de Watford pour Mahama et de Lucas Michal. C'était un enjeu important, ce poste d'ailier, ce poste d'attaquant à renforcer sur ce mercato. Thomas, il va être un peu juste là pour la fin de saison. Parce que si on en reste là, en termes de ailier de formation pure, c'est Hervé Guirassy. Parce que Ablin joue sur le côté, mais de base, c'est pas un ailier. Je pense que dans l'axe, il serait sans doute plus dangereux. Alors peut-être qu'il y aura des options. Est-ce que Tabibou va être utilisé en ailier? Parce que là, il est entré piston gauche, mais bon, c'était très bizarre comme choix. Mais là, il n'y a pas d'ailier de formation, de percussion. On sait que c'est important sur les côtés, parce que Cabella, on le met sur le côté, mais pour moi, il est mieux dans l'axe quand même. Je trouve qu'il est moins intéressant sur le côté. Il a plus les jambes également. Donc là, apporter du dynamisme sur les côtés, même si les pistons peuvent en apporter, mais en tout cas, c'est mieux d'avoir 2 joueurs de côté, en tout cas, qui soient dangereux, que ce soit le piston et l'ailier, et que juste le piston. Après, on peut pas leur en vouloir.
ils ont vraiment ciblé ce poste d'ailier droit comme un gros manque, mais il y a la piste Zakaria Abouklal aussi qui a pris énormément de temps en milieu de mercato. Emmanuel parlait également de Ludovic Blas qu'ils ont tenté en effet de faire revenir à Nantes. Chaud pour revenir. Il y a des pistes là-dedans qui auraient pu être séduisantes, Thomas. Bien sûr, les pistes auraient été séduisantes. Même Michel, je pense qu'il aurait pu apporter. Mais en tout cas, après le problème, c'est aussi ce que les joueurs, à part Ludovic Blas qui aurait été plutôt d'accord pour venir à Nantes, c'est plutôt Rennes qui a freiné. Mais d'autres joueurs, est-ce qu'ils sont vraiment aussi intéressés pour venir à Nantes dans le contexte actuel? Il y a ça aussi qui entre en ligne de compte. Là, il y a beaucoup de refus de joueurs parce qu'ils n'ont pas envie de venir là. Parce que la situation donne pas très envie. Il y a un il faut le dire. Criant, qui est Arnaud Nordin qui dit au Kita pendant tout le mois de janvier, parce qu'ils ont essayé de le faire, qu'il ne veut pas revenir en France. Et on apprend en fin d'après-midi tout à l'heure qu'il est à 2 doigts de signer à Rennes. Donc il y a un problème d'attractivité qui est colossal. Il y a Ludovic Blas pour le coup, lui c'est différent. Il aime ce club. Après Rennes voulait pas prêter un joueur qu'ils ont acheté 15 millions, ce qui peut s'entendre. Mais il y a peut-être eu un petit manque d'imagination où ils ont peut-être vu trop grand avec des Honora, des Del Castillo, des Nordin justement. Trop de pistes irréalisables. C'est ça. Est-ce qu'un jeune va se révéler maintenant, peut-être comme Lohan Merrifield par exemple, qui va peut-être intégrer le groupe, sachant qu'ils ont prêté Dabo qui jouait ailier droit aussi. Donc, affaire à suivre en tout cas. Emmanuel, on va regarder les départs maintenant qui ont été enregistrés lors de ce mercato, parce qu'il y a aussi eu aujourd'hui l'épilogue. Junior Mwanga, le milieu de terrain qui avait annoncé son départ du club sur ses réseaux sociaux dans le week-end, est bien retourné du côté de Strasbourg. Vous voyez cette liste des départs, messieurs. On parlait un petit peu de Kwon tout à l'heure, pas de regret sur ces noms-là, Thomas? Plutôt un Kwon, parce que des joueurs qui sont arrivés cet été, c'est le gros point commun. C'est ça. Après moi je dis en regret plutôt Kwon, parce qu'au final en milieu de terrain quand je vois un vrai Sissoko, et je trouve Kwon, ses performances étaient plutôt intéressantes. En plus il peut dépanner en défense centrale si besoin dans une défense à 3, donc je trouve que c'était un peu sévère en tout cas. Après c'est un choix d'Ahmed Kanzari en tout cas qui ne faisait plus du tout confiance. Mais après le reste c'est vrai que c'est très léger. Benatam le prêt en Ligue 2 c'est plutôt bien pour lui. Lado on s'est dit il est toujours blessé, ou quand il est sur le terrain on le voit pas, donc et Wong était dramatique également, qui auront marqué de leur passage. La dernière chose que je voulais voir avec vous messieurs sur ce mercato, c'est l'autre dossier qui a été chaud aujourd'hui, c'est la piste Thilel Tati, le dossier Thilel Tati qui a été approché par Chelsea qui était prêt à mettre 30 millions d'euros pour s'offrir le joueur. Thilel Tati aurait finalement décidé de terminer la saison à Nantes. On va garder le conditionnel quand même. Sage décision de la part du joueur et de la part du FC Nantes. Le FC Nantes était plutôt partant pour le vendre, évidemment, 30 millions qui tombent du ciel comme ça. Et ils ont voulu 40. Quand vous venez de faire Silla, quand vous venez de faire Youssouf, quand vous avez déjà Awaziem, on peut se permettre de perdre Tati qui est très en dedans depuis quelques matchs, donc c'est pas lui qui aurait changé la face de la fin de saison, mais c'est quelqu'un qui prend pas de décision hâtive malgré son jeune âge. Il est plutôt bien entouré, ses parents ont la tête sur les épaules, donc je pense qu'ils vont être en attente d'un départ dans de meilleures conditions cet été plutôt qu'un départ en catastrophe à Chelsea ou Strasbourg. Merci beaucoup messieurs pour ce dossier et pour toutes vos analyses. On termine évidemment l'émission, vous en avez l'habitude maintenant, avec le quiz de fin d'émission et un suspense insoutenable ce soir entre les deux meilleurs participants de cette émission. Oui, sauvez-nous la journée messieurs, on s'est un peu ennuyé avec cette dernière journée de mercato. Sauvez-nous la journée, faites rêver nos téléspectateurs. Le thème cette semaine, vous le voyez s'afficher en bas de l'écran, c'est les recrues hivernales du FC Nantes. Il y en a eu 7, donc forcément beaucoup de questions qui en découlent. C'est celle de cette année. C'est sur celle de cette année. Celle de ce mercato hivernal précisément. Est-ce que vous êtes prêts messieurs? On commence donc avec notre première question. On commence tranquillement. Quel est le premier club français dans lequel a évolué David Machado? En effet, le Toulouse FC. C'était entre 2020 et 2021. Et d'ailleurs, petit fun fact, il était là lors des barrages contre le FC Nantes. L'histoire nous dira s'il redispute des barrages ou pas cette saison. Un point pour Emmanuel, j'arrête de parler. Deuxième question. Combien Rémi Cabella compte-t-il de sélections en équipe de France, messieurs? 3. 4. On est sur du 4, c'est un tout pile pour Thomas. 4 sélections avec l'équipe de France, une seule titularisation en amical et une passe décisive pour le nouveau créateur du FC Nantes. Un partout messieurs donc entre vous deux. Troisième question, quelle compétition Ibrahima Sissoko a-t-il gagné avec Strasbourg en 2019? Coupe de la Ligue. La Coupe de la Ligue contre Guingamp. Oui, Coupe de la Ligue contre Guingamp, pardon, excusez-moi. La Coupe de la Ligue contre Guingamp, elle a même l'adversaire. Vous avez le score aussi? C'est au tir au but. Ouais, le score? Le score, je sais plus. 0-0 au tir au but. Ibrahima Sissoko était en effet. C'était la dernière Coupe de la Ligue d'ailleurs.
Ah si, la Coupe de la Ligue me manque beaucoup, moi. C'est une Oui, est-ce sélection que vous pouviez voir Le Mans sur que j'aimais sur la énormément, qui m'a laissé beaucoup de souvenirs. 5-4 Le Mans-Lens, saison 2007-2008, évidemment. Allez, 4e question. Avec quel club Frédéric Guilbert a-t-il joué le plus en Ligue 1? Quand? Strasbourg. Eh bien, c'est Strasbourg, ça se joue pas à grand chose. Strasbourg, 96 matchs pour Frédéric Guilbert, Caen, 93 matchs. Il vous en manquait 3 pour avoir la bonne réponse. Et on a donc le scénario que je voulais à tout prix, messieurs. La question finale, vous voyez, laissez-moi la poser avant de répondre. Avant Ali Youssouf, combien de joueurs libyens avaient évolué dans l'histoire du championnat en Ligue 1? 2. 1. Il y a un à Ajaccio, non? 2 pour Thomas, Je dirais 1. 1 pour Emmanuel. Suspense insoutenable, scénario parfait pour cette fin d'émission. La bonne réponse c'était 1. C'était Al Mousrati avec l'AS Monaco. Monaco. Tu vas partir Là- des Ah non, Ajaccio, c'est un autre. La saison passée. C'est pas Libye. Alors je pense que c'est 1, Thomas. Oui, non, mais c'est raison, c'est juste que je confonds la vous avez nationalité. perdu. Pour la faut petite savoir histoire, est accepter un la joueur qui défaite. avait failli signer à Nantes également. Al Mousrati Ouais. qui avait failli signer à Nantes, ok. Merci pour cette information, Emmanuel. Vous êtes donc le nouveau champion. J'avais du perdu contre quiz Nassim de Nantes Foot. il y a 2 semaines. Vous refaites, vous reprenez le fauteuil de leader. Le temps pour moi de vous dire, vous donner le prochain rendez-vous des Canaries qui sera samedi donc à 21h sur la pelouse de la Beaujoire face à l'Olympique lyonnais. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour débriefer tout ça, messieurs, avec un nouveau match donc très important dans la course au maintien pour les Canaries. Bonne soirée à toutes et tous sur Télé Nantes.